On vous emmène sur le terrain d'un pays qu'on n'aborde pas très souvent, la Corée du Sud, et aussi avec évidemment pour corollaire la Corée du Nord. Pourquoi on vous en parle ce soir? Parce que le nouveau président de Corée du Sud, Lee Jae-myung, je ne sais pas si je prononce bien, vient de prendre ses fonctions et vient d'annoncer ses premières décisions. Vous allez voir, peut-être un micro-signe de dégel. On va en parler avec nos deux spécialistes, Pierre-Olivier François, journaliste spécialiste de la Corée du Nord et réalisateur du documentaire Corée, la guerre de 100 ans. Il y en a une en Europe, en France, mais en Corée, ça fait 100 ans. Et Pierre Rigoulot, politologue, historien, spécialiste notamment de la Corée du Nord. Regardez tout de suite ce reportage. On part sur le terrain avec notre correspondant de France 2 à Shanghai, en Chine, qui s'est rendu en Corée, notamment sur la fameuse ligne de démarcation. Arnaud Boutet va vous montrer ces images assez saisissantes. On n'a quand même pas beaucoup d'images qui nous viennent de cette région du monde. Regardez ce qui s'est passé ces derniers jours et on en parle juste après. Des kilomètres de barbelés, une ligne infranchissable. Dans cette zone très surveillée, patrouillent les blindés sud-coréens. Juste en face, la Corée du Nord, de l'autre côté du fleuve qui marque la frontière. Côté sud, les villages vivent avec la menace et surtout les nuisances, comme à Dangsan, petit bourg rural. Les Nord-Coréens diffusent par haut-parleur des bruits assourdissants que l'on entend clairement. Pour le maire, c'est une véritable torture. Il faut qu'ils arrêtent. Ces sons que vous entendez, ce n'est plus possible. Des hurlements d'animaux, parfois des rires ou des coups de feu, jour et nuit. Les autorités sud-coréennes ont financé l'isolation acoustique des habitations du village. Le double vitrage fait 26 mm, c'est mieux. Si on ferme, on entend moins. Mais l'été approche. Et nous vivons ici les fenêtres ouvertes. Des bruits qui apparaissent lors des épisodes de forte tension politique. À Dangsan, la population, plutôt âgée, souffre de stress et subit une véritable guerre psychologique. Tous ces bruits amplifiés, j'en ai la chair de poule. Mais je ne veux pas quitter cette terre où mes ancêtres ont vécu pendant 500 ans. Nous sommes vieux, mais je m'inquiète pour la jeune génération. L'avenir est inquiétant. La Corée du Sud, elle aussi, avait branché ses haut-parleurs dirigés vers le nord avec chansons K-pop, une musique interdite par Pyongyang. Aujourd'hui, les autorités de Séoul ont décidé d'arrêter. Il y a eu aussi les lâchers de ballons du sud vers le nord avec des messages pro-démocratie, anti-régime totalitaire. En réponse, les ballons nord-coréens, cette fois des poubelles volantes remplies de déchets, papier gras et mégots de cigarettes. Ainsi vit-on le long de cette frontière, l'un des derniers vestiges de la guerre froide. Deux pays séparés depuis 1953 après la guerre de Corée. Au milieu, la zone coréenne démilitarisée, 250 km de long, 4 de large, une étroite bande de terre truffée de mines et un seul point de passage côté sud contrôlé par l'ONU. C'est là que Donald Trump a rencontré Kim Jong-un en 2019. Aujourd'hui, les touristes observent ce pays totalement fermé et comme un pied de nez au régime communiste, Starbucks, enseigne américaine, s'est installée à seulement 1,5 km du territoire voisin. C'est le symbole de l'Amérique. Et c'est aussi le symbole de la liberté. Et nous avons la liberté. J'espère qu'un jour, la réunification aura lieu et que nous pourrons prendre un café ici, ensemble, avec nos voisins du Nord. Voilà, image qu'on voit pas si souvent que ça dans nos journaux en France. Arnaud Boutet le disait dans son reportage. Donc, si on vous en parle aujourd'hui, c'est parce que, petit signe peut-être de bonne volonté, le nouveau président sud-coréen a cessé de diffuser la K-pop vers le nord. Mais votre réaction à tous les deux quand vous voyez ce reportage, et que c'est micro-signe de dégel ou c'est toujours cette guerre de 100 ans qui se poursuit?
C'est une guerre de 100 ans, mais là, en l'occurrence, c'est une guerre surtout de symbolique. C'est-à-dire que quand on met des haut-parleurs et qu'on envoie de la K-pop ou des hurlements dans l'autre sens, c'est que certes, on montre chacun sa force, mais en même temps, on ne tire pas. Donc c'est une guerre là plutôt symbolique. Ce qui a changé, c'est que le nouveau président sud-coréen a décidé d'essayer de reprendre le contact avec la Corée du Nord que son prédécesseur de droite et qui a perdu les élections après une tentative de putsch raté. Et qui a été destitué d'ailleurs. Et qui a été destitué, avait lui, il avait coupé les ponts qui avaient été construits auparavant. Donc on va voir, parce qu'entre-temps, la situation géopolitique a beaucoup changé. Et ça va rendre probablement sa situation du nouveau président plus compliquée. Pierre Rigoulot, vous qui connaissez bien la Corée du Nord, est-ce que ce petit signe de bonne volonté peut être perçu par Pyongyang? Vous savez, j'observe ce qui se passe en Corée depuis longtemps. J'y vais et je suis allé en particulier sur la DMZ. Là où était Arnaud Bouteb, j'imagine. On n'est pas très loin de la capitale, Séoul. Et comme vous le savez, vous-même, il y a des voyages organisés. On va, comme ils l'ont dit, en touriste là-bas, on prend des photos, etc. Alors, est-ce que, c'était votre question, est-ce que cette décision prise par la Corée du Sud de ne pas continuer d'envoyer des messages hostiles à la République démocratique et populaire de Corée, c'est-à-dire la Corée du Nord, est-ce que c'est l'indication d'un changement? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas, ou plus exactement, je crois que c'est un changement lié au régime nouveau qui vient de s'installer. Le président est un président de droite est un président de gauche par rapport à l'ancien président qui était de droite. Vous pouvez regarder régulièrement, à chaque fois qu'un président de gauche s'installe à la tête de la Corée du Sud, vous avez des propositions qui sont faites à la Corée du Nord de baisser le ton, de se calmer, on tend la main. Et il y a eu des moments où l'on croyait vraiment sortir du cauchemar qu'est cette situation de deux pays, deux peuples depuis si longtemps. Et ça, il n'y a pas de raison. Alors, on rappelle pour nos téléspectateurs, il n'y a pas de paix, il y a juste un armistice. Je finis en disant simplement qu'on a l'impression d'une alternance. Gouvernement de droite, on montre ses muscles, on promet des corrections au Nord, évidemment il n'y en a pas. Et ensuite, on a un gouvernement de gauche qui tend la main, qui propose de l'aide. On rêve un peu de réunification et rien ne se fait cependant. Je veux dire par là que les politiques de gauche comme de droite sont malheureusement jusqu'ici incapables de bouleverser la situation. Et comme vous l'avez dit, la paix n'est toujours pas signée. Je vais poser une question très naïve, mais ce qu'on a vu, la réunification avec l'Allemagne après la chute du mur en 1989, Corée du Sud, Corée du Nord, c'est déjà trop tard. Vous n'y croyez plus l'un comme l'autre? Enfin, la Corée, la réunification Allemagne-Est, Allemagne de l'Ouest était liée à la fin de la guerre froide en Europe. Il faut dire qu'en Asie, la guerre froide a duré plus longtemps. Deuxièmement, effectivement, comme le dit M. Rigoulot, pour qu'il y ait un accord de paix entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, il faudrait d'abord qu'il y ait un accord de paix avec les Nations Unies et avec les États-Unis. Ce que d'abord demandent les Coréens du Nord. Et troisièmement, ce qui s'est passé en Allemagne, finalement, c'était la disparition du système de l'Est qui a été remplacé par le système de l'Ouest. Et ça, la Corée du Nord ne veut pas en entendre parler. Donc, même s'il y a des parallèles au sens où c'est deux pays qui sont divisés, aujourd'hui, on a affaire beaucoup plus à deux pays qui sont quand même très éloignés. Il y a peu de contacts, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de coup de téléphone, il n'y a pas de courrier, il n'y a pas de voyage, sauf et ponctuellement. À mesure que les générations disparaissent, et voilà, on en est quand même à 75 ans ou 85 ans de séparation. Ça commence à être long. C'est important de souligner l'extraordinaire différence des deux systèmes, alors que
même si les choses étaient bien différentes entre la RDA et la République fédérale d'Allemagne, la distance qui les séparait sur le plan économique, par exemple, n'était pas si grande que ce qu'on a entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. La Corée du Nord, nous dit la FAO, c'est-à-dire l'ONU, la Corée du Nord voit 40% de sa population encore frappée de disette aujourd'hui. Donc, vous avez d'un côté un pays moderne qui se développe, qui connaît des problèmes lui aussi, mais enfin, pas celui de la faim. Et de l'autre côté, la Corée du Nord, qui a un régime donc politique complètement différent de celui du Sud. On peut faire toutes sortes de reproches au Sud, mais il y a une démocratie. Le Nord, c'est un État totalitaire. Et puis, sur le plan économique, il y a une incroyable différence entre le produit intérieur brut du Nord et celui du Sud. Alors ça, on le sait, énorme différence, évidemment. C'est incomparable entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Mais vous mentionniez justement, Pierre, quelques soucis quand même économiques, même en Corée du Sud. Et justement, on va retourner sur le terrain. Je voudrais vous entendre tous les deux après cela. Autre reportage d'Arnaud Boutet, notre correspondant pour France Télévisions à Shanghai, qui s'est rendu à de nombreuses reprises en Corée du Sud. Et vous allez voir cet extrait de son reportage dans notre journal de 20h ce soir sur la pauvreté notamment des seniors. Quand je l'ai vu, j'avoue que je n'y croyais pas. Je suis allé en Corée du Sud et je n'avais pas cette image-là récemment. Regardez. Dans certains quartiers de Séoul, de nombreuses personnes âgées, accidentées de la vie, se retrouvent dans des abris de fortune, des jokbang, ce qui signifie petites pièces. Moi, je suis ici car j'ai perdu beaucoup d'argent. Aux courses? Oui, aux courses de chevaux. En Corée du Sud, le taux de pauvreté des seniors est très élevé, près de 40%. Kim Kyung-ho a 73 ans, il est un ancien employé d'hôtel. Voici ma chambre. La chambre mesure à peine 3 mètres carrés. Là, il y a mes vêtements, un frigo et un ventilateur. Pour dormir, je mets mes jambes comme ça. Il faut que je les lève. De toute façon, je n'ai pas le choix. Lui touche l'équivalent du RSA, 500 €, et paye tous les mois 140 € pour son jokbang. Il y en a 3500 à Séoul, pas de fenêtres, toilettes sur le palier. Pour des hommes seuls, ils sont une dizaine dans cet immeuble. Lim Ha-si s'est retrouvé ici après son divorce et la perte de son emploi. C'est un cimetière vivant. C'est une fosse commune. Il est arrivé que plusieurs personnes décèdent dans la même journée. On se réveille un matin et elles sont mortes à cause de l'alcoolisme et de la maladie. Mais ici, ce qui tue vraiment, c'est la solitude. Faute de pouvoir reloger les locataires, la municipalité maintient ses logements insalubres. La Corée est un pays moderne à 2 vitesses, un dragon économique où la compétition omniprésente laisse les perdants sur le bord de la route. Ce qui m'a marqué en voyant ce reportage, c'est que voilà, j'avais effectivement cette impression de la Corée du Sud, très grosse économie, et tout le monde file droit. Est-ce que là, on voit quand même quelques fractures, un petit peu comme ce qu'on voit beaucoup plus chez nous, où finalement une grosse partie de notre population peut-être est en désillusion de cette démocratie libérale? De même que le Nord est un pays ultra-étatiste, le Sud est un pays très, très capitaliste. Et donc, la compétition est dure. Si vous avez vu le film Parasite de Bong Joon-ho, il n'a fait qu'exacerber dans une fiction, ce que vous voyez dans beaucoup d'endroits en Corée du Sud. Ça reste une société très polarisée, avec des très riches et des très pauvres, avec ce qui se retraduit aussi dans les débats politiques. Donc non, c'est pas complètement étonnant. Pierre Rigoulot. C'est une société démocratique assez normale, avec effectivement des gens, comme ils l'ont dit, qui étaient laissés sur le côté du chemin. Le premier disait qu'il était ruiné après avoir perdu aux courses de chevaux. C'est pas ce qu'on raconte en Corée du Nord. D'ailleurs, on ne raconte pas seulement, on tentait
parce qu'aujourd'hui, la frontière est partie, enfin, oui, je dis bien, la frontière entre la Corée du Nord et la Chine est particulièrement opaque. Il y avait des gens qui fuyaient, qui tentaient de retrouver la Corée du Sud. Aujourd'hui, il y en a très peu parce que c'est très bloqué, c'est très fermé et on ne peut pas sortir. Puis il y a même des problèmes sociaux, ça va vous toucher, des problèmes de gamins avec des couteaux. La presse, le Korea Herald en particulier, en parlait récemment. Absolument, absolument. Ça n'est pas réservé. Et d'ailleurs, la jeunesse coréenne, la jeunesse sud-coréenne commence à avoir quelques doutes sur ce modèle-là, on sait, hein, vraiment d'un mot. Il nous reste quelques minutes. Je voulais vous interroger, profiter de vous avoir tous les deux sur notre plateau pour nous ramener un petit peu plus sur notre terrain européen, ukrainien. On va voir ces images-là, hein, un extrait d'un reportage de Maryse Burgot, qui était sur notre plateau hier, notre grande reporter à France 2. Ces images de combattants nord-coréens, présentés comme des combattants nord-coréens par l'armée ukrainienne, qui ont été capturés par l'armée ukrainienne. Je voulais profiter de votre présence parce que tout cela date du début d'année, hein, janvier. Depuis, on n'en entend plus parler. Soldats nord-coréens en Ukraine qui combattent pour Moscou. Où est-ce qu'on en est? Ça s'est bien passé, mal passé? Ils sont toujours là? Est-ce que vous avez des infos? Ça dépend si mal passé ou bien passé pour qui. Pour les combattants, il y a eu un certain nombre de morts et de blessés. On estime qu'il y a environ 4000 sur les 12, 13, 14, 15 000 soldats qui ont été envoyés, qui ont été tués ou blessés. Pendant longtemps, les combats, ils ont été surtout déployés à Koursk. Les combats étaient très violents. Mais entre-temps, Pyongyang était assez discret sur le sujet. Entre-temps, Poutine les a félicités le jour de la victoire. Donc, c'est devenu public à Pyongyang. Il va y avoir un monument. Et globalement, c'est plutôt une affaire qui marche. Enfin, donc ça, c'est pour les soldats. Pour le régime, c'est une affaire qui est assez utile. Ils ont beaucoup de matériel militaire à vendre. Ils ont un acheteur qui a besoin de Moscou, qui paye avec des devises. Ils ont des soldats qui sont expérimentés dans un combat ultra-moderne, ce qu'ils n'ont pas eu depuis très longtemps. Hein. La guerre de Corée remonte à un certain temps. Et troisièmement, ils ont aussi en promesse des développements militaires assez sophistiqués. Donc, c'est assez, pour Pyongyang, c'est assez un bénéfice. Pour Moscou aussi, ils ont des alliés qui les soutiennent. Pierre Rigolo, vous qui connaissez bien la Corée du Nord, enfin, qui est spécialiste de la Corée du Nord, que peuvent se dire des soldats nord-coréens quand ils viennent sur le sol européen, en Ukraine, aux ordres de Moscou? Quel pourrait être leur état d'esprit? Comment la propagande les a peut-être formatés là-dessus? On leur a d'abord appris à obéir et à obéir à leur leader qui, lorsqu'il leur indique une tâche, a choisi une bonne tâche. Hein. Et d'ailleurs, c'est vrai d'une certaine façon, comme c'était souligné là tout à l'heure, c'est un avantage certain pour la Corée du Nord, cet envoi de stratégiquement, d'abord, ça montre que ce petit pays, ce demi-petit pays, soutient la grande Russie. Mais d'autre part, il faut savoir que ces soldats, comme l'étaient ces années dernières les bûcherons nord-coréens qui allaient travailler en Sibérie, ils sont payés. Et sur cette paye, 80% environ revient à l'État nord-coréen. C'est très intéressant sur ce plan-là. Donc, c'est une réussite pour Kim Jong-un de ce point de vue-là. Aussi, petit détail, il y en a un certain nombre, en effet, comme c'était souligné tout à l'heure, qui laissent leur peau. Très instructif. Ou qui sont prisonniers, ou qui sont faits prisonniers. Il y a quelques soldats qui ont été faits prisonniers. Deux, en tout cas, ont été montrés à la presse. Et on peut penser que ils n'ont pas intérêt à être renvoyés chez eux. Sans doute pour leur sécurité. Merci pour leur sécurité. Merci beaucoup à tous les deux pour cet éclairage très instructif et rare.